Alors, comment trouver des missions longues dans l'IT en 2025? Je vais vous partager aujourd'hui ma méthode qui est tout simplement la méthode que j'enseigne aux freelances que j'accompagne. Le but, c'est d'essayer de, pas caricaturer, mais d'avoir quelque chose de structuré sur lequel évidemment je vais beaucoup plus loin en accompagnement, mais qui devrait quand même vous servir à avoir un process beaucoup plus clair qui va vous permettre de pouvoir trouver des clients. Donc, attaquons directement. L'étape 1, ça va être se positionner. L'étape 2, cibler. L'étape 3, contacter. En gros, dans se positionner, je l'ouvre directement. Il va y avoir plusieurs choses. Le but, c'est de répondre à un besoin. Et ensuite, ça va être cibler son besoin et contacter les bonnes personnes. Donc, cibler, ça va être plutôt cibler les personnes. On va le voir après. Donc, dans l'étape 1, se positionner, on va commencer par faire une analyse de marché. Ça sert à rien, en fait, d'être freelance dans l'IT, développeur Java à Mulhouse, s'il n'y a aucun client à Mulhouse qui font du Java. C'est toujours pareil. Donc, on va d'abord analyser son marché. Donc, pour ça, on va sur Indeed, on va sur Freework, on va sur peu importe lequel, la plateforme que tu as l'habitude d'utiliser, c'est juste de l'UX, donc en fait, on s'en fiche, toutes les annonces sont les mêmes. Il y en a même qui agglomèrent certaines annonces, il y a même des outils qui permettent de faire cette analyse-là. Donc, peu importe, va sur l'outil sur lequel tu as l'habitude d'aller pour voir les annonces, sur lequel tu as l'habitude d'aller pour postuler. Je le dis et je le répète, mais ça sert à rien de faire que postuler. Si tu postules, il faut aussi contacter les gens. Donc, va sur ça et regarde toutes les offres qui sont actives sur les 48 heures, les 48 dernières heures. Donc, déjà, s'il n'y a pas beaucoup d'annonces, c'est que tu n'es peut-être pas sur un bon marché. Mais commence par faire ça. Sur ces annonces-là, ce que tu peux faire, c'est tout simple, c'est de regarder quels sont les mots-clés qui sont les plus récurrents. Par exemple, si tu es développeur sur React ou React Native, tu tapes ça dans ton titre de recherche, développeur React ou back-end React, et tu vois tous les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Ça va pouvoir te permettre d'identifier des opportunités et donc de te nicher. Ça, c'est quand même assez important d'aller sur une niche sur laquelle il y a du besoin. Une niche, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des technos, ça peut être des missions, ça peut être des secteurs, ça peut être des localisations. Ça peut être très bien de se nicher dans une petite ville à côté de une grande ville. Ça peut être très bien de te nicher dans un secteur à Paris, dans une localisation. Ça va te permettre de réduire le nombre d'annonces et donc d'être plus précis et donc d'être plus pertinent sur ces annonces-là. De te nicher par techno, évidemment, ça peut être très bien. Mais par exemple, si ta techno c'est Angular, si tu veux Angular Remote France, tu vas voir 1 million d'annonces. Donc là, c'est pas du tout une niche, c'est difficile de sortir du lot. Ton but, c'est de sortir du lot. C'est comment est-ce que tu vas te positionner pour être plus pertinent qu'un autre. En effet, si tu es développeur Angular mobile en France entière, très peu de pertinence dans le fait d'être devant un autre. Pourquoi est-ce qu'on te prendrait toi et pas un autre? Ben, c'est difficile parce que tu as beaucoup de concurrence. A l'inverse, si tu es développeur Angular spécialisé dans un secteur d'activité dans telle ville, bon ben là en effet, il va y avoir peu d'annonces, mais par contre il va aussi y avoir peu de candidats. Donc tu vas peut-être avoir plus de chances de sortir du lot. Mais pour ça, et c'est l'étape d'après, il faut aligner avec ton profil. En gros, tu as choisi ta niche, tu vas devoir préciser tout ça sur ton profil. Donc, ok, c'est de l'inbound. L'inbound, c'est comment faire pour que les gens te trouvent. Là, le but, c'est pas forcément que les gens te trouvent, mais c'est que quand tu vas les contacter, ils voient ton profil et que ton profil corresponde à ce que tu veux proposer. Donc, ça, c'est le mettre en avant comme il faut sur son profil. Donc, pour ça, une photo qui va bien, une bannière qui décrit clairement ça, un titre qui décrit clairement les technologies ou en tout cas tes niches sur lesquelles tu vas pouvoir te positionner et les mots-clés que tu as retrouvés sur ton analyse de marché au départ. Et préparer ton CV. Bon, bah ça, c'est exactement ce que je viens de dire par rapport au profil LinkedIn. C'est typiquement la même chose. Donc là, c'est comment est-ce que, c'était l'étape 1, comment est-ce que tu te positionnes. Donc, tu as vu ta niche, laquelle c'est, comment est-ce que tu vas le travailler. Évidemment, aligner son profil, c'est aussi avoir les bonnes compétences. Parce que si tu vois qu'il y a une niche sur du web scrapping, mais que tu n'as jamais fait de scrapping, tu peux toujours te former. Ça, c'est hyper important. J'ai vu plein de développeurs Python qui se mettent à faire de la data vise ou qui ont même mis le mot-clé Power BI parce que c'est un super outil qui est très à la mode suite Microsoft, les gens ils payent Microsoft donc tant qu'à faire autant l'utiliser. C'est exactement pareil si tu fais un dashboard en ligne avec Django ou Flask. Enfin, l'objectif c'est
pas de changer ton métier, mais c'est peut-être de mettre en avant des mots-clés qui sont très recherchés et de te former rapidement sur ces outils-là pour pouvoir aller chercher une offre par rapport à ce marché-là. À nouveau, ça dépend de ton analyse de marché, ça dépend des opportunités, ça dépend de l'alignement de ton profil. Mais parfois, faire juste une formation, voire une certification, ça peut te permettre d'aller chercher des opportunités auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Donc ça, c'est la phase amont. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir aller cibler. Qui contacter. Donc là, tu repars sur tes offres, tu repars sur LinkedIn. Toutes les boîtes que tu as vues dans ces offres, ça peut être des bons prospects. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est partir d'une offre et aller chercher les opportunités. Un exemple, tu vas sur ton offre de développeur Angular à Paris. Cette offre-là, le but c'est de voir à quel point est-ce que tu matches. Tu peux postuler. Si tu vois que tu as un matching qui est bon, tu postules, tu envoies ton CV, tu as le truc pour postuler rapidement si c'est une offre sur LinkedIn, puisque tu as bien mis à jour dans la phase étape 1, tu as bien mis à jour ton LinkedIn, donc en vrai il est optimisé, donc tu peux juste postuler là-dessus. Et par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur l'entreprise. Tu cliques sur l'annonce sur ton entreprise. Tu vas dans le système de filtre, donc en haut à droite sur l'entreprise sur LinkedIn, là où il y a écrit 1 à 50 salariés ou 50 à 100 salariés. Tu vas pas dans personne parce que sinon tu restes sur la page de l'entreprise. Tu vas là-dessus. Ça va t'ouvrir une nouvelle page qui est une page de recherche avec le filtre entreprise, avec le nom de l'entreprise et toutes ses filiales. Parce que si l'entreprise a plusieurs filiales, bah, du coup ça te les met toutes. Et tu vas pouvoir rajouter en haut dans la barre de recherche, il y en a plein qui ne le savent pas, mais tu peux rajouter des mots-clés dans ta barre de recherche. Et donc là, tu peux rechercher ta cible. Donc ça va être CTO en fonction de la taille de la boîte, CTO, CEO, Engineering Manager, RH. Pareil, je ne conseille pas forcément de cibler les RH si tu cherches des offres en freelance, parce que leur but c'est de faire du recrutement en général. Comme les talents d'acquisition dans les sociétés de conseil, elles sont là pour faire du recrutement. Tu peux quand même t'en servir en tant que freelance, mais ce n'est pas ta cible prioritaire. Tu peux aussi rechercher, si tu vois que c'est une société de conseil, tu cherches business manager ou ingénieur d'affaires, si tu vois qu'il y a plein de résultats, c'est que ce n'est pas un client final, c'est que c'est une société de conseil. Donc ne cherche pas un CTO, va chercher des ingénieurs d'affaires. C'est leur taf, ils sont là pour ça. Donc va les contacter à eux directement, ce sera beaucoup plus pertinent. Ensuite, tu vois la liste du coup des personnes, tu as tapé ton mot-clé ingénieur d'affaires, et là, tu peux tous les ajouter. Mais je dis tous, et évidemment, c'est ce qui est écrit juste en dessous, ajouter avec intention. Ça sert à rien d'en ajouter. Si c'est une entreprise qui a 1 à 50 salariés, n'en ajoute pas 20, ça sert à rien, t'en ajoutes 3 ou 4. Si c'est une entreprise qui a 2000 salariés, là par contre tu peux y aller, tu peux en ajouter 30 sur la même entreprise et tu cibles cette journée-là que une seule entreprise. Mais tu ajoutes. Tu ajoutes tous les gens qui peuvent être liés à ta cible. Donc dans une entreprise qui recrute, puisque tu avais vu une annonce à la base, avec une personne qui pourrait potentiellement être un décisionnaire. Donc quelqu'un qui pourrait prendre la décision de te recruter, des décideurs. Ça, c'est hyper important, cette étape-là. Tu peux ajouter des messages dans la demande d'ajout. Tu peux en faire 30 par jour et être bloqué toutes les semaines, c'est pas un souci. Mais la question, c'est est-ce que je mets un message ou pas. Tu peux ajouter un message. Dans les personnes que j'ai accompagnées, on a fait des statistiques. J'ai pu constater que quand tu n'as pas de message, quand tu juste ajoutes la personne, les résultats d'acceptation sont meilleurs. Attention, les résultats sont meilleurs si la personne comprend très bien quel est ton profil. Parce que comme il n'y a pas de message, elle va cliquer sur ton profil. En fonction de ton profil, elle peut accepter ou pas. Donc en fait, il faut qu'il y ait une intention très claire dans ton profil. Donc c'est dans la phase amont qu'on a vu. C'est-à-dire que si quand il clique sur ton profil, il voit que tu es sur sa niche, que tu es open to work, que tu as les bonnes technos dans ton CV, il va t'accepter. Par contre, s'il voit rien, que tu n'as pas de bannière, que tu n'as pas de photo, que tu n'as pas de description qui est propre, en effet, il ne va pas t'accepter, qu'il y ait un message ou pas. Donc, les statistiques sont faussées, ça dépend aussi de ton profil. Mais puisque globalement, les statistiques montrent que les acceptations sont plus importantes quand il n'y a pas de message, bah autant ne pas t'embêter, tu gagnes du temps, tu peux ajouter plein de gens. Par contre, après, ce qu'il va falloir faire, c'est les contacter. Et donc pour ça, il va déjà falloir que tu scrutes tes acceptations, parce que ça c'est hyper important. Dès qu'il y a une personne qui t'accepte, tu vas lui envoyer un message. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de. C'est pas forcément de l'automatisation. Je le déconseille si tu cherches un seul client de faire de l'automatisation. Mais pourquoi pas, enfin, c'est largement possible. Ça sera à voir, c'est pas le but aujourd'hui. Là, l'étape c'est comment est-ce que tu vas les contacter. Tu as ajouté une personne qui est project manager senior dans une entreprise qui recrute. euh, Tu vas lui envoyer un message. Elle t'a accepté. Donc,
un truc qui est hyper important, c'est d'avoir une accroche contextuelle. Donc tu réagis à une info. J'ai vu passer votre offre. J'ai commenté votre besoin que vous avez mis sur LinkedIn. J'ai vu que vous travaillez sur tel projet. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une vraie accroche. Ou des personnes en commun. J'ai vu que vous travaillez avec machin. Je connais machin. On m'a dit de vous contacter. Ça, c'est hyper important d'avoir du lien avec la personne. Ça permet d'avoir une accroche qui est meilleure et donc d'avoir plus de chances d'avoir une réponse. Là, le mini pitch, ça, c'est pas obligatoire. Je suis développeur freelance, machin, pour une. C'est pas obligatoire de le mettre. Le but, c'est d'envoyer un message. Mais ça clarifie encore plus ton offre. Si la personne n'est pas intéressée, bon ben voilà, elle va pas te répondre. Par contre, si la personne est intéressée, tu gagnes des étapes dans la conversation, donc ça peut aller encore plus vite. Ça améliore pas tes statistiques de réponse parce que tout simplement bah, tu te niches sur bah, je suis en recherche, donc si le gars recherche pas, il te répondra pas. Donc ça baisse un petit peu ça, mais au moins tu vas un peu plus straight to the point, tu as des réponses de gens qui vont être rapidement intéressés. Donc ça c'est au choix en fonction de ce que tu veux générer. Et ensuite, le call to action, est-ce qu'on peut échanger rapidement? Attention, est-ce que c'est une question fermée? Le but quand tu as des questions fermées, c'est d'avoir des réponses positives. Est-ce qu'on peut échanger rapidement? Là, la réponse peut te répondre non. Donc là, je vais préconiser d'avoir une question plutôt ouverte, de dire quand est-ce qu'on peut échanger? Quand est-ce que vous êtes disponible pour un échange? Donc ça aussi, c'est hyper important. Hyper important, pardon. Tu peux, en amont, sur l'accroche contextuelle, poser une question dont la réponse va être oui. Parce que la personne, en fait, va avoir moins de freins à répondre. Ça, c'est un petit biais qu'on peut avoir. Il y a plein d'exemples qui le prouvent, c'est de la stratégie. Tu peux appeler ça manipulation, on s'en fiche. Le but, c'est d'avoir une réponse. Donc, tu peux utiliser ces techniques-là de dire est-ce que vous travaillez toujours chez machin? La réponse va forcément être oui. Ou alors si, non, ah ben ok, vous êtes où maintenant? Voilà. Donc ça peut créer de l'échange. À nouveau, est-ce que tu as envie de générer une conversation? Est-ce que tu as envie de trouver un client? Tu peux très bien aller si tu as envie de trouver un client, tu vas baisser tes statistiques, mais bon, est-ce qu'il vaut mieux avoir que 10% de retour mais avec des gens qui sont vraiment intéressés, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 50% de retour avec des gens qui n'ont rien à te proposer? Ça, c'est à toi de voir le niveau, l'intention que tu veux y mettre. Et ensuite, là, du coup, est-ce qu'on peut échanger rapidement? Tu envoies ce message et tu cherches pas à comprendre, tu l'envoies rapidement. Au bout de 3 jours, si la personne ne t'a pas répondu, tu peux faire une relance. Bonjour, mon message est passé à la trappe, est-ce que vous l'avez bien vu? Est-ce que vous êtes intéressé? Ou là, si tu n'avais pas mis ton mini pitch, tu peux le mettre à ce moment-là, d'avoir ton intention. Au moins, s'il t'avait pas répondu parce qu'il avait oublié, bon ben voilà, il a ton intention. Et si tu n'avais pas répondu parce qu'il avait très bien compris ce que tu voulais lui proposer et que ça l'intéressait pas, ça s'arrête là. Terminé. Ensuite, du coup, j'ai mis un bonus sur l'automatisation. Répéter ce qui marche, mais c'est tout le process qu'on vient de voir. Tu peux très bien l'automatiser. Moi, je te conseille de le faire au moins pendant 2 semaines, 3 semaines. Tu ajoutes des gens, tu envoies des messages, tu ajoutes des gens, tu envoies des messages, tu ajoutes des gens, tu envoies des messages. Tu vois les messages qui répondent, tu testes différents messages. Donc, vraiment, fais-le par toi-même. Si tu vois qu'il y a un truc qui marche un peu mieux que les autres, bam, tu l'envoies à ton automatisation. Si tu trouves pas de pattern qui fonctionne bien par rapport à ton profil, par rapport à ta recherche, continue de faire des tests. Continue de faire des tests en mode manuel. Tu pourras aussi faire des tests en automatique, mais je ne le conseille pas dès le départ. Par rapport aux outils pour pouvoir faire de l'automatisation, déjà, il faut savoir le faire. Donc, en gros, moi, ce que je conseille avant d'automatiser quoi que ce soit, c'est le meilleur outil, mon accompagnement, ma formation, mon IA de prospection. En vrai, elle t'écrit des messages de prospection qui fonctionnent très bien. Tous mes clients que j'accompagne l'utilisent au quotidien et ça leur est super utile parce que ça peut enlever ce syndrome un peu de la feuille blanche de dire je sais pas quoi dire. Dans ma formation, il y a plein d'exemples que tu peux copier-coller. L'IA de prospection va les adapter un petit peu ces exemples-là à ton profil, à ta recherche, donc c'est encore plus pertinent. Donc ça, c'est des outils pour savoir faire, ma formation, mon IA. Par contre, les outils concrètement pour pouvoir faire de l'automatisation, Phantom Buster, Wallaxy, la grosse machine, enfin il en existe plein d'autres des outils. Moi, je trouve que voilà, ça se vaut, les prix se valent un petit peu, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Wallaxy, il est tendance à être cher, mais d'un côté, il t'évite d'avoir pas mal de bans, parce que bon, c'est un peu important. Si LinkedIn est ton outil principal pour trouver des clients, évite de te faire ban, c'est un peu dommage. Limite les nombres d'ajouts, et pareil, évite d'envoyer trop de messages, évite de faire trop de volume et de ne pas être bien ciblé. Parce que si tu as un taux de réponse qui est très 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 faible, forcément LinkedIn va se rendre compte que il y a de l'automatisation, il y a du ciblage qui est mauvais. Par contre, si tu as un taux de réponse à 50%, j'ai déjà eu le cas pour des clients où on avait fait de l'automatisation, 50% de taux de réponse, LinkedIn a l'impression que tu contactes que tes amis. Donc forcément, il va moins te ban. Donc là, c'est mon petit disclaimer quand même. Attention, n'automatise rien
tant que tu n'as pas un truc qui fonctionne. Donc c'est ce que j'ai dit un peu en amont. Pour moi, il faut tester, il faut itérer. Avant de pouvoir automatiser, il faut avoir quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est évidemment, c'est comme avant de recruter quelqu'un, tu ne recrutes pas quelqu'un sur une tâche que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est un gros risque parce que la personne, tu ne vas pas contrôler ce qu'elle peut faire. Là, l'IA, c'est exactement pareil. Les outils d'automatisation, c'est exactement pareil. Fais tes tests et tu pourras automatiser après. Franchement, si tu suis ces 3 étapes, donc étape 1, te positionner, petite analyse de marché, savoir quelle est ta niche, euh, aller chercher une entreprise qui recrute, ensuite cibler la bonne personne, à faire des demandes d'ajout, une trentaine de demandes d'ajout par jour, et ensuite scruter tes acceptations et envoyer des messages d'acceptation, merci, je suis machin, quand est-ce que vous êtes disponible pour échanger. Si tu fais ces étapes-là, normalement, tu auras des réponses et tu pourras les convertir en mission. Il faut faire un peu de volume, une vingtaine de demandes d'ajout par jour, c'est pas mal. Ça va te générer 3, 4 conversations par jour. Tu devrais avoir 1, 2, 3, 4 entretiens par semaine. Et ensuite, il faudra évidemment bien préparer ces entretiens-là, bien préparer ton pitch de vente, parce que oui, c'est un pitch de vente. Et tout ça, c'est des choses que je fais moi sur les accompagnements. Là, le but, c'est juste d'avoir la structure de comment contacter, parce que ce que j'ai constaté dans beaucoup d'échanges ou de lives que j'ai pu faire, c'est qu'en fait, beaucoup de freelances ont un peu ce syndrome de la feuille blanche, de dire je ne sais pas par où commencer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que ces 3 étapes-là vont pouvoir te permettre de passer de 0, je ne fais pas de prospection, je ne fais que postuler, à 1, je vais aller contacter des gens. Donc avant de les contacter, tu te positionnes, tu mets ton profil par rapport à un marché, par rapport à une niche, tu précises ce profil-là. Attention au message, j'aide les entreprises à machin. Si tu vends de la régie, tu vends de la régie. Tu sais très bien comment le faire. Les sociétés de conseil, elles envoient des ingénieurs d'affaires prospecter toute la journée par téléphone. Les clients, ils savent ce que c'est. Donc, tu vends ton temps en régie avec ton TJM. Tu as une structure très claire. Voilà, ça sert à rien de palabrer pendant 4 heures. Tu te positionnes par rapport à ta niche en vendant de la régie. Tu cibles tes clients, tu postules, tu leur envoies des messages, enfin tu leur demandes tu fais des demandes d'ajout et ensuite tu les contactes. Franchement, si tu fais ça, il y a le chat qui s'est joint à nous sur la vidéo. Si tu fais ça, normalement tu devrais avoir des échanges, tu devrais avoir des rendez-vous. Donc voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer par message. Tu peux commenter sur cette vidéo et je répondrai évidemment en commentaire. Ou tu peux prendre directement sur mon profil LinkedIn ou sur ma page YouTube, il y a le lien. Rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous, il est gratuit. Le but, c'est de voir comment est-ce que je peux t'aider, quelle est ta situation actuelle et qu'est-ce que tu recherches pour voir si mon accompagnement va vraiment pouvoir te permettre d'avoir du résultat, parce que c'est ce que je garantis moi sur les accompagnements, c'est que je garantis un résultat, d'avoir une mission. Donc forcément ce premier échange, il sert aussi à cadrer ce truc-là pour voir si en effet je vais pouvoir te permettre de trouver une mission. Donc n'hésite pas à me poser ces questions-là et prends rendez-vous directement si tu penses que je peux t'aider.